Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Al24 News. L'heure est grave et alors que les nations parlementent et dissertent sur les voies et moyens de lutte contre le changement climatique, celui-ci gagne du terrain depuis quelques années sans que les paroles et les écrits ne soient traduits en action sur le terrain. Au départ, il s'agissait d'émissions de CO2, de plastique et d'énergie fossile, mais désormais il est également question de sécheresse et de famine. Des dossiers plus lourds les uns que les autres et des enjeux vitaux. Oui, ce n'est pas une hyperbole que de dire que l'avenir de l'humanité est aujourd'hui menacé. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Besma Belbdjaoui, experte en environnement et présidente de la Fondation algérienne pour l'écologie et l'environnement Synergia. Madame, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci pour votre invitation. Notre expert maison et enseignant en économie à l'université Aix-Marseille 1 et non moins défenseur actif du climat, Nazim Sini est avec nous également depuis Marseille par Skype. Nazim, bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Et c'est avec vous, Nazim, que l'on va directement entamer ce débat. J'ai envie justement de commencer par une question qui risque un peu de vous interloquer. Au vu des données dont nous disposons actuellement sur l'état du climat dans le monde, a-t-on le droit d'être encore climato-sceptique ? Alors, je vais vous faire une réponse en deux étapes. Alors, il faut respecter toutes les opinions, ça c'est une certitude, mais à l'heure actuelle et dans l'urgence dans laquelle nous vivons, on n'a plus le droit d'être climato-sceptique. Pourquoi ? Parce que nous avons les preuves scientifiques du réchauffement climatique et de son impact sur l'activité socio-économique de l'humanité. Vous avez des milliers de rapports de chercheurs, de climatologues, de scientifiques et même de météorologues qui accréditent la thèse du réchauffement climatique en lien avec l'activité humaine. Et c'est pour ça que j'allais vous dire aujourd'hui, toutes les personnes qui ont, qui sont dans le déni climatique et qui ont des incertitudes par rapport au réchauffement climatique, elles doivent prendre conscience qu'elles vivent des bouleversements qui vont potentiellement affecter durablement et de manière presque irréversible leur quotidien. On trouve aussi parmi les climato-sceptiques des personnes qui ne sont pas contre la notion de réchauffement climatique, mais qui sont plutôt opposées à l'ambiance économique qui sont. Donc c'est pour cette catégorie, il y a tout un travail de sensibilisation. Connexion avec Nazim Sini. On va revenir vers lui rapidement. Je vais me tourner vers vous, Besma Belbdjaoui. L'accord entériné lors de la COP 2026 de Glasgow prévoyait de réduire les risques environnementaux sur la planète, la réduction de l'utilisation du charbon, des travaux pour réduire le taux d'émission de gaz et apporter en quelque sorte un soutien financier aux pays en développement pour s'adapter aux conséquences du changement climatique parce qu'elles sont coûteuses et dont la planète est témoin. Où est-ce que nous en sommes de tout cela aujourd'hui ? Effectivement, le pacte de Glasgow, de la COP 26, a parlé de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Notamment, on a parlé du CH4, du méthane. Donc, il y a eu une centaine de pays qui ont signé un accord de réduction de ces émissions de méthane. Et donc, pour réduire à peu près la moitié de ces émissions dans le monde. Également, le pacte de Glasgow a parlé de la réduction de la déforestation. Donc, il y a eu 109 pays qui ont signé cet accord, donc notamment l'Indonésie, les États-Unis, la Russie et d'autres pays pour justement arrêter la déforestation et protéger les forêts des incendies et des feux de forêt qui ont ravagé la planète. Il y a eu également le rapport du GIEC qui a été mentionné, exactement, qui a été mentionné dans le pacte de Glasgow comme étant voilà, un support scientifique important et à mettre voilà, en lumière. Il y a eu pas mal de points positifs lors de la COP 26, mais notamment des points négatifs. Parmi eux, l'aide donnée, l'aide et subventions
subventions aux pays voilà, en développement et surtout les pays les plus vulnérables au changement climatique, donc les 100 milliards de dollars qui n'ont pas encore vu été voilà, débloqués, et que ces pays-là, les pays développés, n'ont pas l'obligation de les donner jusqu'à 2025. Donc, effectivement, il y a, c'est mitigé. Hein, c'est une COP26 qui a été aussi, on parle de charbon, réduction de l'utilisation. Ça a commencé avec l'arrêt de l'utilisation du charbon jusqu'à la fin, après l'intervention de l'Inde et de la Chine, pour dire qu'on va réduire progressivement l'utilisation du charbon, malgré que la guerre russo-ukrainienne a montré que pas mal de pays européens sont en train de réouvrir des centrales à charbon et de réutiliser exactement le charbon dans plusieurs pays de l'Union européenne. Donc, il faut prendre ces résultats avec réflexion. Voilà. Très bien, merci. On va revenir sur le charbon, Basma Belbdjaoui. Nazim Sini, vous êtes de retour parmi nous. Est-il vraiment possible et imaginable, selon vous, de pouvoir concilier, d'une part, croissance économique, développement et profit, et d'autre part, objectifs environnementaux, au moment où le charbon, justement, comme le précisait Basma Belbdjaoui ici présente, au moment où le charbon devient ou revient en force, par exemple? Alors, je vais vous dire, si on perçoit, ou du moins on conçoit notre modèle économique de développement tel qu'on le voit aujourd'hui, à savoir un modèle productiviste, un modèle basé sur le quantitatif, évidemment qu'on ne pourra pas concilier nos objectifs de développement durable et croissance économique. C'est pour cela qu'il y a une troisième voie, donc qui est portée par un certain courant économique. Il y a plein de chercheurs et d'économistes qui défendent cette troisième voie, qui consiste en fait à non pas produire plus, mais à produire mieux. Donc effectivement, on peut très bien, de par la révision de nos modèles de consommation, de par la révision de nos habitudes, concilier développement durable et plein emploi, par exemple. On pourrait penser à l'économie circulaire, à une économie durable qui préserverait les ressources, évidemment, tout en répondant aux objectifs, et bien entendu, de plein emploi, de croissance économique et de prospérité économique. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord revoir notre notion de développement économique, sur quelle base nous nous basons. Effectivement, si on prend des indicateurs financiers et mercantilistes, avec les valeurs, c'est pour ça qu'il faut inciter surtout les pays industrialisés, ceux qui ont les moyens de le faire, d'amorcer un virage à 180 degrés pour aller vers une économie plus sobre. Donc c'est pour ça qu'on parle en Europe, vous le savez bien, de sobriété énergétique, de rationalité aussi dans les modèles de consommation. Et je pense que l'on peut avoir une économie durable, stable, pérenne, mais aussi prospère. Nazim Sini, une question que je voulais vous poser tantôt, je vais vous la poser maintenant justement. La lutte contre le changement climatique souffre d'un handicap par-dessus tout, celui de ne pas traduire les décisions prises en actes. Qu'en pensez-vous ? Je vais vous dire, vous savez, c'est comme dans toutes les négociations internationales, lorsque vous avez plusieurs pays qui sont concernés par une thématique telle que le climat, vous avez des divergences et surtout des positions irréconciliables. Vous vous doutez bien que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne en matière de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi les enjeux financiers et économiques ne sont pas les mêmes. Évidemment, tous les pays doivent porter leur part de responsabilité et porter leur fardeau du réchauffement climatique. Mais en revanche, ce qui se passe, c'est que y a une pression qui est mise sur certains pays qui ne sont pas de gros émetteurs de gaz à effet de serre, alors que les plus gros pollueurs tels que les États-Unis, l'Europe ou la Chine, eux, sont plus ou moins préservés. Oui. C'est pour ça qu'il y a des luttes, j'allais vous dire, et des pressions, presque des forces de lobby qui se jouent au sein même des institutions internationales, et notamment lorsqu'il y a les rencontres au niveau des COP. Mais j'allais vous dire là-dessus, il ne faut pas oublier que le climat aujourd'hui revêt un aspect politique, éminemment politique, oui, diplomatique,
mais aussi surtout économique. Exactement. Donc c'est pour ça que il y a de véritables enjeux, des fois qui dépassent le commun des mortels et les citoyens que nous sommes, et à une très haute sphère des États, ben, il y a des négociations, des luttes, des pressions, et c'est pour ça que ce que l'on trouve regrettable, c'est que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une urgence à agir, mais personne aujourd'hui ne se presse pour le traduire en plan d'action. Très bien, Nazim Sini, Basma Belbdjaoui. Les Nations Unies, justement, ont alerté aujourd'hui même que le changement climatique, plutôt hier, vendredi, que le changement climatique pourrait devenir plus meurtrier que le cancer. A-t-on, à votre avis, trop attendu avant de réagir ou est-ce qu'il est encore temps de faire quelque chose ? Je dirais plus dangereux que le cancer et que les maladies cardiovasculaires réunies. Effectivement, l'alerte est là, le problème est là et depuis très longtemps. On voulait justement mettre en place l'accord de Paris, oui, l'accord de 2015. Voilà, de 2015 lors de la COP 26 de Glasgow, mais justement il a été traduit par des techniques et des stratégies à mettre en place sur le terrain, notamment la réduction de la température qui ne devrait pas dépasser les 1,5 degrés Celsius. Malheureusement, les scientifiques disent qu'on va les dépasser et qu'on va atteindre probablement le 2,7 degrés Celsius d'ici 2100, voire un peu en avant, puisqu'il faut aussi parler de plusieurs régions dans le monde, notamment la région nord-africaine et la région méditerranéenne et également arabe, qui va doubler de degrés comparé au reste du monde. Donc, effectivement, il y a pas mal de pays en voie de développement et de pays pauvres qui vont subir encore doublement le problème climatique et qu'il y a une injustice climatique à travers le monde et qui est réelle. Donc, je pense qu'il faudra vraiment passer à l'action et peut-être arrêter voilà pas mal de propagande qui sort du contexte environnemental et qui laisse paraître pas mal de difficultés à mettre les choses en place, notamment pour la réduction des gaz à effet de serre et aussi, l'année passée, la COP26 a vu naître le premier organisme international pour le marché carbone, qui est une bonne chose. Donc, le marché carbone qui permet aux entreprises ou aux pays les plus pollueurs à acheter des actions d'émissions pour réduire justement leurs émissions de gaz à effet de serre et pour investir leur impact carbone sur des projets de déforestation, par exemple, de gestion de déchets, etc. Donc, effectivement, l'Algérie est en plein dedans et on espère qu'on ira vers un marché carbone, qu'on va bénéficier également de ces projets-là et notamment pour les 100 milliards de dollars qui devraient être débloqués, on espère, lors des prochaines COP. Très bien, Basma Belbdjaoui. Nazim Sini, je reviens vers vous à présent. Après avoir chuté en 2020, justement, du fait de la pandémie, la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère connaît de nouveau une progression record, car il fallait bien sûr redémarrer la machine économique. Qu'en pensez-vous ? Parce que on sait pertinemment qu'aujourd'hui, en fait, le réchauffement climatique est causé par l'activité humaine. Et surtout depuis l'ère pré-industrielle, vous imaginez, en l'espace de 2 siècles, nous avons connu une hausse des températures sans précédent. Et je rejoins ce qu'a dit votre invité sur le plateau, c'est que aujourd'hui, si l'on laisse filer cette trajectoire, si nous ne faisons rien, on va dépasser allègrement les 2 degrés Celsius à la fin du siècle, avec tout son lot de catastrophes naturelles et de cataclysmes climatiques. Mais j'allais vous dire, vous savez, le Covid a été une plaie pour l'humanité en matière sanitaire, mais ça a été aussi salutaire pour le climat. Et en fait, ça, ce que les scientifiques disent depuis des dizaines d'années, que nous sommes responsables, nous, quand je dis nous, c'est-à-dire l'espèce humaine, à travers nos modes de vie, nous sommes responsables des rejets de gaz à effet de serre de près de 80% d'entre eux. C'est pour ça qu'il est extrêmement urgent aujourd'hui de ne plus être dans une forme de
il ne faut plus être dans des intentions, mais plutôt dans des actes très forts, quitte à légiférer et aussi à sanctionner les entreprises et aussi On les va pays. bientôt en parler, justement. Tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est très important de l'évoquer. Et je voulais revenir juste un peu plus tôt sur votre question quand vous me parliez de climato-sceptique. Oui. J'allais vous dire, aujourd'hui, il n'est plus permis d'être climato-sceptique, surtout lorsque vous voyez les milliers de rapports de scientifiques, de chercheurs, de climatologues, même de météorologues qui abondent dans le sens du réchauffement climatique. Aujourd'hui, il n'est plus permis, compte tenu de l'urgence, de douter ou d'être dans une forme de déni. En revanche, ce qui est intéressant de faire, et ça, je l'ai toujours dit, y compris sur votre antenne, il faut faire preuve de sensibilisation et de pédagogie. Il faut que la société civile s'empare de ce sujet et que ça devienne un sujet de débat public. Et c'est très important de le faire, surtout avec l'appui aussi des pouvoirs publics et des autorités qui vont devoir faire des efforts aussi non négligeables. Très bien, Nazib Sini. Basma Belbdjaoui, en attendant de régler les nombreux points soulevés lors de la conférence de Paris de 2015, justement, d'autres problématiques liées au changement climatique se sont exacerbées depuis, avec à leur tête la sécheresse et la sécurité alimentaire surtout. Effectivement, on a parlé récemment lors de l'Union des pays arabes sur l'importance de la sécurité alimentaire pour les pays arabes qui importent pas moins de 1,8 trillion de dollars de nourriture, enfin de matières premières. C'est le volume global. Exactement, c'est le volume global et donc que pour la plupart des pays n'atteignent même pas les 50% de leur sécurité alimentaire. Oui. Donc c'est énorme, c'est problématique, sachant que la plupart de ces pays vivent de plantes et de graines qui subsistent grâce à la pluie, donc une pluviométrie qui baisse de 20 à 30% dans toute la région et qui est qui est problématique pour le futur de ces pays en qualité de sécurité hydrique, mais également de sécurité alimentaire, puisqu'ils sont les deux liés. On voit également une sécheresse, on voit également des feux de forêt un peu partout, une perte de la biodiversité et de la pollution marine qui est problématique. Il y a aussi une gestion de déchets pour tous ces pays-là et pour toute l'Afrique qui est médiocre. Donc, tous ces problèmes, en fait, mettent encore plus le changement climatique à l'avant des discussions internationales et régionales également. Et on doit réellement faire quelque chose, notamment comme votre invité a dit, la société civile de tous ces pays, notamment l'algérienne, doit vraiment prendre les devants et discuter de ce problème climatique. Justement, vous êtes la présidente, Basma Belbdjaoui, de la Fondation algérienne pour l'écologie et l'environnement. Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain pour sensibiliser les citoyens aux dangers du changement climatique? En fait, Synergia Foundation est une fondation qui est formée en forme de think tank. Donc, oui. C'est une boîte à idées, oui. Une boîte à idées pour justement débattre des problèmes climatiques, de voir et de rédiger des recommandations et de discuter de la problématique environnementale, écologique et climatique. Elle joue aussi un rôle d'incubateur, disons, oui. Entre parenthèses, pour les startups vertes, toutes les entreprises qui veulent investir dans les projets écologiques et environnementaux, notamment le recyclage. Et aussi, le point essentiel de cette fondation est la promotion de l'économie circulaire. Oui. Une économie qui est contraire à l'économie linéaire, à l'opposé de cette économie qui a dévasté justement l'écologie mondiale. Et justement, on parle d'économie circulaire, une économie plus résiliente, une production plus propre et aussi une consommation, une sensibilisation aux consommateurs oui. De consommer moins,
plus responsable, d'essayer de réduire le maximum, puisque à la fin, le meilleur déchet, c'est le déchet qu'on ne produit pas et qu'on devrait faire attention à notre mode de consommation et revenir un peu à nos origines, puisque, par exemple, l'Algérie utilisait les couffins au lieu des sacs plastiques, etc. Et qu'on devrait revoir peut-être notre mode de vie consommation, entièrement. Nos habitudes de consommation. Nazim Sini, il y a une grande inconnue en 2022, elle est de taille, c'est justement ce conflit russo-ukrainien et ses retombées sur le secteur mondial de l'énergie. Ils ont montré au monde entier que les énergies fossiles ont encore de belles années devant elles, justement, avec une relance des budgets alloués aux activités ENP en 2022, par exemple. Mais dans le même temps, tout le monde cherche à accélérer sa transition énergétique. Comment faire pour essayer de comprendre cette espèce de contradiction, de paradoxe, si je puis dire? Ah oui, vous faites très bien de le dire. C'est paradoxal, effectivement, que dans le même temps, nous ayons une appétit croissante pour les énergies fossiles, compte tenu des tensions géopolitiques et puis aussi des besoins énergétiques de la plupart des pays industrialisés, mais aussi la volonté des pays d'accélérer leur transition énergétique. En fait, cela s'explique très simplement dans le fait que, écoutez, aujourd'hui, pour relancer une industrie moribonde qui sort de 2 ans de pandémie, il vous faut de l'énergie. Et aujourd'hui, l'énergie qui est bon marché, qui est accessible et surtout en abondance actuellement, c'est le pétrole et le gaz. Oui. C'est pour ça que la plupart des pays investissent, du moins reprennent leurs investissements dans le oil and gas, et aussi la tension entre la Russie et l'Ukraine a montré la vulnérabilité et la grande dépendance des pays européens, par exemple, aux hydrocarbures. C'est pour ça que celles-ci ont envie d'accélérer leurs investissements dans les énergies propres et dans les énergies renouvelables, pour retrouver leur souveraineté énergétique, et puis deuxièmement aussi parce qu'elles ont pris conscience des enjeux en lien avec le réchauffement climatique. Donc c'est pour ça que ça peut paraître contradictoire, comme vous l'avez dit, mais les deux notions finalement se juxtaposent et s'expliquent par le contexte international. Et j'allais rajouter aussi une chose, je pense fondamentalement qu'il y a un continent qui peut tirer son épingle du jeu, c'est le continent africain, puisque le continent africain peut être le vecteur de cette transformation, j'allais dire, énergétique, cette transformation écologique, parce qu'il y a des Afrique que sont le soleil et puis aussi, j'allais dire, une main-d'œuvre qualifiée. C'est pour ça que je reste persuadé, puisque nous avons raté le virage industriel en Afrique, il y a 2 autres virages qu'il faut absolument que l'on prenne, celui du numérique évidemment, mais aussi celui de la transition écologique. Très bien, Nazim Sini, restez avec nous. J'ai envie de vous poser une dernière question avant d'aller encore une fois vers Besma Belbdjaoui. La question de la justice climatique se pose de plus en plus. Faut-il légiférer dans ce sens, à votre avis? Faudrait-il également criminaliser peut-être les pollueurs? Légiférer, oui, certainement. Coordonner les actions, aller beaucoup arsenal législatif. Je pense que nous ne sommes pas encore à un niveau de sanction qui soit dissuasif. Oui. Surtout pour les grandes multinationales, celles qui produisent du plastique, celles qui aujourd'hui utilisent des data centers, je pense aux multinationales du numérique, qui absorbent pratiquement 20% d'électricité mondiale, cette électricité qui n'est pas produite avec des énergies propres. Et aussi, il faut absolument être dans, si vous voulez, un cadre réglementaire qui soit contraignant. Là, il faut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire que durant 20 ans, nous avons fait de la sensibilisation. Nous avons fait aussi des campagnes envers les entreprises, envers aussi les États qui ont responsabilité. Maintenant, je pense qu'il faut passer au stade supérieur. Et j'allais vous dire, il est très important. Nazim Sini, encore un tout petit problème de connexion. J'en profite pour passer à Besma Belbdjaoui parce que le temps nous est compté. Dans quelques jours, la Terre comptera 8 millions d'habitants de Besma Belbdjaoui. Comment faire pour consommer moins alors qu'on est encore plus nombreux? En 1 minute, s'il vous plaît. Effectivement, il faudra changer nos habitudes de consommation. Il faudra penser à être plus résilient et
peut-être aussi changer de façon de voir les choses et de penser. Voilà, c'est le plus important et surtout réduire nos gaz à effet de serre et prendre l'environnement et le changement climatique à sa vraie valeur et à sa vraie importance. Très bien, Basma Belbdjaoui, merci d'avoir été avec nous. Ainsi s'achève cette émission. Merci à nos invités, Nazim Sini qui était avec nous depuis Marseille en direct, d'avoir animé ce débat. Chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Eco Hebdo, même heure, même chaîne. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News.